Chapitre 2. La séparation. Après s'être couronné roi des six duchés, le prince royal loin voyant abandonna peu ou prou les duchés côtiers à leurs propres moyens. Il avait auparavant dépouillé Castelserre et une grande partie du duché de Serre de tout l'argent qu'il avait pu récupérer. De Castelserre, les chevaux et le bétail avaient été vendus à bas prix, les meilleures bêtes étant néanmoins convoyées dans l'intérieur à la nouvelle résidence de Royal, Gué de Négoce. Le mobilier et la bibliothèque du siège royal traditionnel avaient été rasiés, une partie des biens réservés à l'ameublement de la demeure du prince, une autre divisée entre ses ducs et ses nobles de l'intérieur à titre de faveur, ou carrément vendue. Les entrepôts à grains, les caves à vin, les armureries, tout avait été vidé, et le butin emporté dans l'intérieur. Son projet annoncé avait été de déplacer le roi subtil, souffrant, et la reine Kétriken, veuve et enceinte à Gué de Négoce, afin de les protéger des raids des pirates rouges contre les duchés côtiers, ce qui lui fournit une excuse pour dépouiller Castelserre de ses meubles et de ses objets de valeur. Or, avec le décès de Subtil et la disparition de Kétriken, ce mauvais prétexte ne tint plus, mais cela ne l'empêcha pas de quitter, au plus tôt, le château après son intronisation. On a raconté que le conseil des nobles discutant le bien fondé de sa décision, il aurait répondu que les duchés côtiers ne représentaient pour lui que guerre et gaspillage d'argent, qu'ils avaient toujours vécu aux dépens des duchés de l'intérieur et qu'ils souhaitaient bien du plaisir aux Outriliens s'ils s'emparaient de ces régions lugubres où ne poussaient que des cailloux. Plus tard, il devait nier avoir jamais tenu de tels propos. Avec la disparition de Kétriken, le roi royal se trouva dans une position sans précédent dans l'histoire. L'enfant que portait Kétriken était naturellement en tête de la succession au trône. Mais la reine et l'enfant à naître s'étaient évanouis dans la nature dans des circonstances éminemment suspectes, dans lesquelles certains pensaient voir la main de Royal. Cependant, même si la reine était demeurée à Castelserre, l'enfant n'aurait eu droit à aucun titre, fût-ce celui de roi servant, avant au moins 17 années. Royal était très impatient d'endosser celui de roi, mais selon la loi, il lui fallait l'entérinement des six duchés pour y prétendre. Il acheta donc la couronne au moyen de concessions faites aux duchés côtiers, dont la plus importante fut la promesse que Castelserre resterait garni en homme et prêt à défendre la côte. Le commandement de l'ancienne citadelle fut donné à l'aîné de ses neveux, héritier du duché de Bauge, le seigneur Brillant, qui, à 25 ans, rongeait son frein en attendant que son père lui transmette le titre. Il accepta donc d'enthousiasme d'assumer l'autorité à Castelserre, quoique n'ayant guère d'expérience sur quoi se reposer. Royal se transporta au château de Guédénégoce, en Bauge, sur l'Avin, tandis que le seigneur Brillant restait à Castelserre avec une garde choisie, composée de soldats de Bauge. À ce que l'on sait, Royal ne lui laissa pas de fonds dans lesquels puiser. Aussi, le jeune homme s'efforça-t-il d'extorquer ce dont il avait besoin aux marchands de Bourg de Castelserre et aux fermiers et bergers, déjà retranchés et prêts à se défendre du duché de Serre. Aucun indice ne laisse à penser qu'il fût mal disposé envers les gens de Serre ou des autres duchés côtiers. Mais il ne leur portait aucun sentiment de fidélité non plus. En résidence aussi à Castelserre à cette époque se trouvait une poignée de nobliaux de Serre. La plupart des nobles étaient retournés en leur château afin de protéger leurs gens dans la mesure de leur capacité. De ceux qui demeurèrent à Castelserre, la figure la plus notable était Dame Patience, qui avait été reine servante jusqu'au jour où son époux, le prince Chevalerie, avait renoncé au trône en faveur de son puiné Vérité. Les soldats de Serre y étaient également en garnison, ainsi que la garde personnelle de la reine Kétriken et les quelques hommes qui subsistaient de la garde du roi subtil. Le moral était bas parmi les hommes car la solde tombait irrégulièrement et les rations étaient de piètre qualité. Le seigneur Brillant avait amené avec lui sa garde personnelle et la préférait manifestement aux soldats de Serre. La situation était encore compliquée par une hiérarchie embrouillée. Officiellement, les troupes de Serre devaient présenter leur rapport au capitaine Keffel du contingent de Bauge, commandant de la garde du seigneur Brillant. Mais, dans les faits, Gantelet de la garde de la reine, Kerf de la garde de Castelserre et le vieux rouge de la garde du roi subtil faisaient bande à part et tenaient leurs propres conseils entre eux. Et, s'ils rendaient compte régulièrement,
c'était à Dame Patience, que, le temps passant, les soldats de Serre en vinrent à désigner sous le titre de Dame de Castelserre. Même une fois couronné, Royal demeura jaloux de sa position. Il envoya des messagers dans tout le royaume afin d'apprendre où la reine Kétriken et le futur héritier pouvaient se cacher. Soupçonnant qu'elle pût avoir cherché refuge auprès de son père, le roi Eyod du royaume des montagnes, il exigea de celui-ci qu'il la lui rendît. Eyod répliqua que les affaires de la reine des six duchés ne regardaient pas le peuple des montagnes, et Royal, furieux, rompit les liens avec son royaume, interdit tout commerce et s'efforça d'empêcher jusqu'aux simples voyageurs d'en franchir la frontière. Dans le même temps, des rumeurs sans doute répandues sur son ordre commencèrent à circuler, selon lesquelles l'enfant que portait Kétriken n'était pas de vérité, et qu'il n'avait donc aucun droit légitime sur le trône des six duchés. Ce fut une triste époque pour le petit peuple de Serre, abandonné par leur roi, défendu seulement par une troupe réduite et mal ravitaillée. Les gens du commun se trouvaient privés de gouvernail sur une mer démontée. Ce que les pirates rouges ne volaient ou ne détruisaient pas, les hommes du seigneur brillant le saisissaient à titre d'impôt. Les routes furent bientôt infestées de brigands, car, lorsque l'honnête homme ne gagne plus sa vie, il se débrouille comme il peut. Les petits fermiers, désespérant de subsister, fuirent la côte pour devenir mendiants, voleurs et putains dans les cités de l'intérieur. Le commerce s'éteignit, car on voyait rarement revenir les navires qui partaient. Imbre et moi bavardions assis sur le banc devant la cabane. Nous ne parlions pas de sujets graves, ni des événements importants du passé. Nous ne discutions pas de mon retour d'entre les morts, ni de la situation politique. Non. Nous évoquions les petits riens que nous partagions, comme si je revenais d'un long voyage. Rôdeur, la belette, se faisait vieux. L'hiver écoulé lui avait raidi les articulations, et même la venue du printemps n'avait pas réussi à le revigorer. Imbre craignait qu'il ne passe pas l'année. Mon mentor avait enfin réussi à faire sécher des feuilles de penon sans qu'elles moisissent, mais elles étaient beaucoup moins efficaces que les fraîches. Les pâtisseries de mijote nous manquaient à tous les deux. Imbre me demanda si je souhaitais récupérer quelque chose dans ma chambre. Royal l'avait fait fouiller et l'avait laissé sans dessus-dessous. Mais rien, ou presque, n'en avait été emporté, croyait-il, et nul ne s'apercevrait de la disparition d'un ou deux objets. Je lui parlais de la tapisserie qui représentait le roi Sagesse en train de traiter avec les anciens. Il s'en souvenait, mais elle était beaucoup trop volumineuse pour qu'il puisse la transporter jusqu'à la hutte. Je lui adressai alors un regard si pitoyable qu'il se ravisa aussitôt et affirma qu'il se débrouillerait. Je lui fis un sourire radieux. C'était une plaisanterie, Imbre. Cette grande pendouille n'a fait que me donner des cauchemars depuis que j'étais tout petit. Non, il n'y a plus rien dans ma chambre à quoi je tienne encore. Imbre me regarda d'un air presque triste. Tu laisses une existence derrière toi, comme ça, en ne gardant que ce que tu as sur le dos et une boucle d'oreille. Et rien de ce que je pourrais t'apporter ne t'intéresse. Tu ne trouves pas ça étrange? Je réfléchis un moment. L'épée dont Vérité m'avait fait cadeau, l'anneau d'or que m'avait donné le roi Eyod et qui avait appartenu à Rurisque, une épingle que m'avait remise Dame Grince, le bignou de mer de Patience. J'espérais qu'elle avait pu le reprendre. Mes peintures et mes papiers, une petite boîte que j'avais sculptée pour y garder mes poisons. Molly et moi n'avions jamais échangé de gages d'amour. Elle ne voulait pas que je lui fasse de présent, et je n'avais jamais songé à voler un des rubans dont elle décorait ses cheveux. Si j'y avais pensé. Non. Mieux vaut une rupture franche. Mais vous avez oublié quelque chose. Je retournai le col de ma chemise rêche pour lui montrer le petit rubis à mouture d'argent. L'épingle que Subtil m'avait donnée pour me marquer comme son vassal. Je l'ai toujours. Patience en était servie pour fermer le linceul dont j'étais enveloppé. Je chassais cette pensée. Je m'étonne encore que les gardes de Royal n'aient pas détroussé ton cadavre. Le vif a, j'imagine, si vilaine réputation qu'il devait te redouter mort autant que vivant. Je passai mon index sur l'arête brisée de mon nez. Je n'avais pas l'air de beaucoup les effrayer autant que je puisse le dire. Imbre eut un sourire torve. Ce n'est te gêne? Moi je trouve qu'il te donne du caractère. Je le regardais en louchant à cause du soleil. Ah? Non, c'est faux, mais c'était une façon courtoise de dire les choses.
Ce n'est pas si affreux néanmoins. On a presque l'impression que quelqu'un a voulu te le redresser. Un souvenir aux arêtes déchiquetées me fit frissonner. Je, je n'ai pas envie d'y penser, dis-je avec franchise. La compassion assombrit soudain son visage. Je détournai le regard, incapable d'endurer sa pitié. Le souvenir des tortures que j'avais subies était plus supportable si je pouvais feindre que nul n'en était informé. J'avais honte de ce que m'avait fait Royal. J'appuyai l'arrière de ma tête contre le bois du mur baigné de soleil et pris une longue inspiration. Eh bien, que se passe-t-il là où les gens sont encore vivants? Imbre accepta le changement de conversation et s'éclaircit la gorge. Que sais-tu pour commencer? Pas grand-chose, que Ketriken et le fou ont réussi à s'échapper, que Patience a peut-être appris qu'ils étaient arrivés sains et saufs dans les montagnes, que Royal est furieux contre le roi Eyod et a bloqué ses routes commerciales, que Vérité est toujours en vie, mais que personne n'a de nouvelles de lui. Oh, oh là! Imbre se redressa brusquement. La rumeur à propos de Ketriken, c'est un souvenir du soir où Burich et moi en avons parlé. Je détournai les yeux. Un souvenir comme celui qu'on garde d'un rêve qu'on a fait autrefois, avec des couleurs délavées et tous les événements mélangés. Je me rappelle seulement vous avoir entendu en parler. Et celle au sujet de Vérité? La tension que je percevais soudain en lui me fit courir un frisson glacé dans le dos. Il m'a artisé ce soir-là, murmurai-je. Je vous ai alors dit qu'il était vivant. Malédiction! Imbre se leva d'un bond et se mit à sauter sur place de rage. Je ne lui avais jamais vu pareille attitude et je le regardais les yeux écarquillés, écartelés entre la stupéfaction et l'inquiétude. Burich et moi n'avons accordé aucune foi à ta déclaration. Oh, nous étions heureux de t'entendre, et que quand tu t'es sauvé, Burich a dit laissons-le sortir, c'est déjà bien qu'il se rappelle son prince. Et nous n'avons pas cherché plus loin. Zut, zut et zut! Il se tut soudain, puis tendit l'index vers moi. Rends-moi compte. Raconte-moi tout. Je fouillais dans mes souvenirs, j'éprouvais autant de mal à l'étrier que si j'avais vu Vérité par les yeux du loup. Il avait froid, mais il était vivant, fatigué ou blessé, je ne sais pas, ralenti en tout cas. Il essayait de me contacter, mais comme je le repoussais, il m'incitait à boire pour abaisser mes murailles, je suppose. Où était-il? Je l'ignore, il y avait de la neige, une forêt. Je m'efforçais de saisir des souvenirs fantômes. Je ne crois pas qu'il savait lui-même où il se trouvait. Les yeux verts d'Imbre me transpercèrent. Peux-tu l'appeler, le sentir au moins? Peux-tu me dire s'il est encore vivant? Je fis non de la tête. Mon cœur commençait à battre la chamade. Peux-tu l'artiser? À nouveau, je fis non de la tête. La tension me nouait l'estomac. L'exaspération d'Imbre croissait à chacune de mes dénégations. Sacrebleu, Fitz! Tu dois essayer! Je ne veux pas! Exclamai-je. Je m'étais dressé d'un bond. Fuis! Va-t'en, vite! Et je partis à toutes jambes. C'était soudain tout simple. Je m'enfuis comme si tous les démons des infernales îles d'outre-mer étaient à mes trousses. Imbre m'appela, mais je refusai de l'entendre. Je continuai à courir, et dès que j'atteignis le couvert des arbres, Œil de Nuit me rejoignit. Pas par là! Il y a cœur de la meute, me prévint-il. Nous partîmes donc à l'assaut d'une colline à l'écart du ruisseau, jusqu'à un gros fourré de ronces au-dessus d'un talus derrière lequel Œil de Nuit s'abritait les nuits de tempête. Que s'est-il passé? Quel danger courais-tu? Demanda-t-il. Il voulait que je revienne, dis-je au bout d'un moment. J'essayais de formuler ma pensée de façon compréhensible pour le loup. Il, il voulait que je ne sois plus un loup. Un frisson glacé me parcourut soudain l'échine. En expliquant la situation à Œil de Nuit, je m'étais placé face à la vérité. Et le choix était clair. Être un loup sans passé, sans avenir, avec le seul présent, ou redevenir un homme, gauchi par son passé, dont les veines charriaient autant de peur que de sang. Je pouvais me déplacer sur deux jambes et mener une vie de honte et de dissimulation, ou courir sur quatre pattes et tout oublier, au point que Molly ne soit plus que le souvenir d'un parfum agréable. Assis sans bouger sous les ronces, la main posée légèrement sur le dos d'Œil de Nuit, je plongeais mon regard dans un lieu que j'étais seul à voir. Peu à peu, la lumière changea,
et le crépuscule tourna au soir. Ma décision grandissait en moi, aussi lente et inéluctable que la nuit venant. Mon cœur s'insurgeait, mais l'autre terme de l'alternative était insupportable. Je bandais ma volonté. Il faisait noir quand je revins sur mes pas, la queue entre les jambes. J'avais une impression étrange à retourner à la hutte à nouveau sous l'identité d'un loup, à flairer dans la fumée d'un feu de bois une chose d'homme et à cligner des yeux sous l'éclat du feu derrière les volets. À contre-cœur, je séparais mon esprit de celui d'œil de nuit. Ne préférerais-tu pas chasser avec moi? Je préférerais 100 fois chasser avec toi, mais cette nuit je ne peux pas. Pourquoi? Je secouai la tête. Le fil de ma décision était trop neuf et trop ténu. Je n'osais pas l'éprouver en parlant. Je m'arrêtai à l'orée du bois pour ôter les feuilles, et la terre qui maculait mes vêtements m'aplatir les cheveux et les renouer en queue. Je formai le vœu de ne pas avoir la figure trop sale. Je carrai les épaules et je fis l'effort de regagner la cabane, d'ouvrir la porte, d'entrer et de les regarder. Je me sentais horriblement vulnérable. À eux deux, ils connaissaient presque tous mes secrets. Ma dignité, déjà mise à mal, était désormais en lambeaux. Comment espérer me présenter devant eux et me voir traité comme un homme? Pourtant, je ne pouvais leur en faire grief. Ils avaient essayé de me sauver, malgré moi. Il est vrai, mais de me sauver tout de même. Ce n'était pas leur faute si ce qu'ils avaient sauvé le méritait à peine. Ils étaient attablés à mon arrivée. Si je m'étais sauvé, ainsi, quelques semaines auparavant, Burich aurait bondi sur moi à mon retour pour me secouer comme un prunier et me bourrer de taloches. Ce temps était révolu, je le savais, mais le souvenir que j'en gardais m'obligeait à une prudence que je ne parvenais pas à dissimuler complètement. Toutefois, son visage n'exprimait que le soulagement, tandis qu'Imbre me regardait avec un mélange de honte et d'inquiétude. Je ne voulais pas te mettre aux abois, dit-il avec sincérité, avant que je puisse placer un mot. Ce n'est pas votre faute, répondis-je. Vous avez touché mon point le plus sensible, c'est tout. Parfois, on ignore la gravité de sa blessure tant que quelqu'un d'autre ne la sonde pas. Je m'assis. Après des semaines de chair frugale, voir tout d'un coup du fromage, du miel et du vin de sureau sur la table me laissait presque pantois. Il y avait aussi une miche de pain pour accompagner la truite que Burich avait pêchée, et, pendant un moment, nous ne fîmes rien d'autre que manger sans dire un mot, sauf pour les nécessités du repas. La sensation d'étrangeté que je ressentais parut s'en trouver allégée. Pourtant, une fois que nous eûmes fini et débarrassé la table, la tension revint. Je comprends ta question maintenant, fit Burich de but en blanc. Imbre et moi le dévisageâmes surpris. Il y a quelques jours, tu m'as demandé ce que nous allions faire ensuite. À ce moment-là, je considérais Vérité comme perdue. Ketriken portait son héritier, mais elle s'était réfugiée dans les montagnes, et je ne pouvais rien faire de plus pour elle. Si je me manifestais à elle, je risquais de la trahir auprès de certains. Mieux valait qu'elle reste cachée en sécurité parmi le peuple de son père. Quand son enfant serait en âge de réclamer son trône, ma foi, si j'étais encore de ce monde, je ferais sans doute mon possible. Mais pour l'heure, le service que je devais à mon roi, c'était du passé. Alors, quand tu m'as posé ta question, je n'ai pensé qu'à notre propre sauvegarde. Et maintenant, murmurai-je. Si vérité, si vérité est vivant, c'est un usurpateur qui occupe son trône. J'ai prêté serment de venir en aide à mon roi, Imbre aussi, et toi également. Il ne me quittait pas des yeux. Sauve-toi encore. Je ne peux pas. Burich sursauta comme si je l'avais piqué avec une aiguille. Si je me dirigeais vers la porte, se jetterait-il sur moi pour m'arrêter? Mais il ne dit rien, ne fit rien. Il attendait ma réponse. Non, pas moi. Ce Fitz-là est mort, fis-je abruptement. À voir l'expression de Burich, on aurait cru que je l'avais giflé. Mais Imbre demanda calmement. Alors, pourquoi porte-t-il toujours l'épingle du roi subtil? J'ôtai le bijou de mon col. Tenez, voulais-je dire. Tenez, prenez-le, lui et tout ce qu'il symbolise. J'en ai assez, je n'ai plus le courage nécessaire. Mais je restais simplement à contempler l'objet. Un peu de vin de sureau,
fit Imbre sans s'adresser à moi. Il fait frais ce soir, répondit Buriche. Je vais préparer du thé. Imbre hocha la tête. J'étais toujours perdu dans la contemplation de l'épingle rouge et argent entre mes doigts. Je revoyais les mains de mon roi qui l'enfonçaient dans les plis de la chemise d'un enfant. Là, avait-il dit, à présent, tu m'appartiens. Mais il était mort aujourd'hui. Cela me délivrait-il de ma promesse? Et ces dernières paroles? Qu'ai-je fait de toi? Encore une fois, je repoussai la question. Il m'importait davantage de savoir ce que j'étais maintenant. Étais-je ce que Royal avait fait de moi? Ou bien pouvais-je y échapper? Royal m'a dit un jour, fis-je, pensif, qu'il me suffisait de me gratter un peu pour découvrir personne, le garçon de Chenil. Je me forçai à croiser le regard de Buriche. Ce serait peut-être agréable d'être celui-là. Ah oui? Coupa Buriche. Fut un temps où tu ne pensais pas ainsi. Qui es-tu, Fitz, si tu n'es pas l'homme lige du roi? Qu'es-tu? Où irais-tu? Où j'irais si j'étais libre? Retrouver Molly, s'écria mon cœur. Je secouai la tête pour chasser cette idée avant qu'elle me déchire. Non. Avant même de perdre la vie, j'avais perdu Molly. Je considérais ma liberté. Elle était amère et vide, et je n'avais qu'une destination possible. J'affermis ma volonté, levai les yeux et soutins fermement le regard de Buriche. Je pars. Je pars pour n'importe où. Les États Chalced, Terrilville. Je sais bien m'occuper des animaux et je me débrouille comme scribe. J'arriverai à gagner ma vie. Sûrement. Mais gagner sa vie, ce n'est pas vivre, observa Buriche. Et alors? Lançai-je soudain furieux. Pourquoi me compliquait-il ainsi la tâche? Pensées et mots se mirent tout à coup à suppurer de moi comme d'une blessure infectée. Tu m'as obligé à me dévouer à mon roi et à tout lui sacrifier, comme toi. J'ai dû abandonner la femme que j'aime pour suivre un roi comme un chien bien dressé, comme toi. Et quand ce roi t'a fait faux bond, tu t'es soumis, tu as élevé son bâtard à sa place, et puis on t'a tout enlevé, écurie, chevaux, chiens, hommes à commander. Ils ne t'ont rien laissé, pas même un toit sur la tête. Ces rois à qui tu avais prêté serment. Qu'as-tu fait alors? Comme il ne te restait rien, tu t'es raccroché à moi, tu as arraché le bâtard à son cercueil, et tu l'as forcé à revenir à la vie. À une vie que je hais, une vie dont je ne veux pas. Je braquai sur lui un regard accusateur. Il me dévisageait, les yeux écarquillés, incapable de répondre. J'aurais voulu m'arrêter, mais quelque chose me poussait à continuer. La colère me faisait du bien comme un feu purificateur. Je serrai les poings. Pourquoi es-tu toujours là? Pourquoi me remets-tu toujours debout alors qu'on me rejette par terre à chaque fois? Que cherches-tu? À faire de moi ton obligé? À obtenir un droit sur ma vie parce que tu n'as pas le courage d'en avoir une propre? Tout ce que tu désires, c'est me faire à ton image, celle d'un homme qui n'a pas d'existence à lui, qui la donne tout entière à son roi. Ne vois donc pas que la vie, ce n'est pas seulement la donner pour quelqu'un d'autre? Je croisai son regard, puis détournai les yeux, incapable de supporter la stupéfaction peinée que j'y lisais. Non, repris-je lentement. Tu ne vois pas, tu ne peux pas comprendre. Tu n'es même pas capable d'imaginer ce dont tu m'as dépouillé. Je devrais être mort, mais tu m'as interdit de mourir, avec les meilleures intentions du monde, en croyant toujours faire le bien, même si ça me faisait du mal. Mais qui donc t'a donné ce droit sur moi? Qui a décrété que tu pouvais m'infliger ce que tu m'as infligé? Il n'y avait plus un bruit dans la cabane. Imbre restait pétrifié, et l'expression de Buriche ne fit qu'accroître ma colère. Je le vis se reprendre, rassembler sa dignité et son orgueil, puis il dit à mi-voix: C'est ton père qui m'a confié cette mission, Fitz. J'ai fait de mon mieux pour toi, mon garçon. Le dernier ordre que mon prince m'a donné, chevalerie m'a ordonné, élève-le bien. Et j'ai. Tu as perdu les 10 années suivantes de ta vie à élever le bâtard d'un autre, coupai-je, avec une ironie féroce. Tu t'es occupé de moi parce que c'était la seule chose que tu savais vraiment faire. Tu as passé ton existence à t'occuper des autres, Buriche, à faire passer les autres avant toi, à sacrifier toute espèce de vie normale au profit des autres. Aussi dévoué qu'un chien. Est-ce une vie, ça? N'as-tu jamais songé à devenir ton propre maître, à prendre tes propres décisions? Ou bien est-ce la peur qui te pousse au fond de la bouteille? J'avais crié ces derniers mots. À court de paroles,
Je le regardais dans les yeux, haletant, exhalant ma fureur à chaque expiration. Dans mes colères d'enfant, je m'étais souvent promis de lui faire payer un jour toutes les taloches qu'il m'avait données, tous les box qu'il m'avait obligé à nettoyer alors que je me sentais à peine capable de tenir debout. Par les mots que je venais de prononcer, j'avais rempli au décuple cette petite promesse de gosse boudeur. Les yeux écarquillés, il restait muet d'accablement. Je vis sa poitrine se soulever comme pour reprendre le souffle qu'un coup vient de lui ôter. Il n'aurait pas eu l'air plus bouleversé si je lui avais planté un poignard dans le corps. Je le regardais fixement. J'ignorais d'où avaient jailli mes paroles, mais il était trop tard pour les rattraper. Dire excuse-moi ne changerait pas le fait qu'elles avaient été prononcées et ne les modifierait en rien. J'espérais soudain qu'il allait me frapper, qu'il nous accorderait au moins cela à nous deux. Il se leva, chancelant, et les pieds de sa chaise raclèrent le plancher. Le siège lui-même tomba en arrière tandis que Buriche s'en éloignait. Buriche qui marchait toujours d'un pas si assuré même quand il débordait d'eau de vie. Buriche gagna la porte en titubant et s'enfonça dans la nuit. Sans bouger, je sentis quelque chose en moi s'immobiliser et je souhaitais que ce fût mon cœur. Pendant un moment, le silence régna. Un long moment. Puis Imbre poussa un soupir. Pourquoi demanda-t-il enfin à mi-voix. Je ne sais pas. Comme je mentais bien. Imbre lui-même avait été mon maître en la matière. Je plongeai le regard dans les flammes. Un instant, je faillis lui expliquer, puis je m'en jugeai incapable, et je me surpris à tourner autour du pot. J'avais peut-être besoin de me libérer de lui, de tout ce qu'il a fait pour moi, même quand je ne le voulais pas. Il faut qu'il cesse de me rendre des services que je ne peux pas lui rembourser, des services qu'un homme ne doit rendre à un autre, des sacrifices que nul ne doit faire pour quelqu'un d'autre. Je ne veux plus être son débiteur, je ne veux plus rien devoir à personne. Quand Imbre me répondit, ce fut d'un ton prosaïque, ses mains aux longs doigts posés sur ses cuisses calmes, presque détendues. Mais ses yeux verts avaient pris la teinte du minerai de cuivre et la colère y brasillait. Depuis ton retour du royaume des montagnes, on dirait que tu ne rêves que de te battre avec le premier venu. Quand tu étais petit, que tu te montrais grincheux, boudeur, je pouvais incriminer ton jeune âge avec ce que cela comportait d'exaspération et d'erreur de jugement. Mais tu es revenu en colère, comme si tu mettais le monde entier au défi de te tuer, s'il en était capable. Je ne parle pas seulement du fait que tu t'es jeté en travers du chemin du royal. Tu te précipitais dans toutes les situations où tu courais le plus de risques. Buriche n'a pas été le seul à le remarquer. Songe à l'année passée. Je ne pouvais pas faire un pas sans tomber sur Fitz en train de se répandre en invectives contre l'univers, ou mêlé à une rixe, plongé au plus fort d'une bataille, couvert de pansements, ivre comme un marin pêcheur, ou mou comme une chiffe, à pioler pour une tasse d'écorce elfique. T'est-il arrivé d'être calme et réfléchi, de te montrer joyeux avec tes amis, d'être en paix, simplement? Non. Quand tu ne provoquais pas tes ennemis, tu faisais fuir tes amis. Que s'est-il passé entre le fou et toi? Où est Molly à présent? Tu viens d'envoyer Buriche sur les roses. À qui le tour maintenant? À vous, je suppose. Je n'avais rien pu faire pour arrêter ces mots. Je n'avais pas envie de les prononcer, mais je n'avais pas pu les retenir. L'heure avait sonné. Tu as déjà fait un bon bout de chemin dans ce sens, avec ce que tu as dit à Buriche. Je sais, répliquai-je sèchement. Je soutins son regard. Il y a longtemps que plus rien de ce que je fais ne vous satisfait, ni vous, ni Buriche, ni personne. Je ne suis plus capable de prendre une décision juste, on dirait. Je ne dirais pas le contraire, fit Imbre, impitoyable. Et la braise de colère s'enflamma de nouveau. On ne m'a peut-être jamais laissé l'occasion de prendre des décisions personnelles. On m'a peut-être donné du mon garçon trop longtemps. Garçon d'écurie pour Buriche, apprenti assassin pour vous, chien de manchon pour vérité, page pour patience. Quand aurais-je pu être moi-même, m'occuper de moi-même? J'avais jeté cette dernière question avec violence. Quand as-tu cessé de faire ce que tu voulais? Répliqua Imbre sur le même ton. Tu n'as fait que ça à partir de ton retour des montagnes. Tu allais voir Vérité pour lui dire que tu en avais assez de jouer les assassins,
et ce à une période où il fallait impérativement travailler discrètement. Patience a essayé de te convaincre de rester loin de Molly, mais là encore, tu n'en as fait qu'à ta tête, et cela a valu à Molly d'être prise pour cible. Tu as entraîné Patience dans des complots qui l'exposaient au danger. Tu t'es lié au loup malgré les mises en garde répétées de Burriche. Tu as mis en doute chacune de mes décisions au sujet de la santé de Subtil. Et ton avant-dernière bêtise à Castelcer a été de donner ton accord pour prendre part à une rébellion contre la couronne. Tu nous as menés plus près de la guerre civile que nous ne nous en étions approchés depuis un siècle. Et ma dernière bêtise, demandai-je, pris d'une amère curiosité, ça a été de tuer Justin et Sereine. La réponse était tombée comme un coup près. Il venait d'assassiner mon roi, Imbre, répliquai-je d'un ton glacé. Il l'avait pratiquement tué dans mes bras. Qu'aurais-je dû faire? Il se leva et me toisa de tout son haut. Malgré les années de formation que je t'ai données, la science de la discrétion que je t'ai enseignée, il a fallu que tu cours comme un fou dans tout le château. Un couteau à la main, que tu tranches la gorge de l'une, et que tu poignardes l'autre dans la grande salle devant tous les nobles assemblés. Le bel apprenti assassin que voilà. N'aurais-tu pas pu trouver un autre moyen? J'étais en rage, rugis-je. Exactement, cria-t-il. Tu étais en rage, et du coup tu as anéanti notre base d'influence à Castelcer. Tu avais la confiance des ducs de la côte, et tu t'es montré à eux sous les traits d'un dément. Tu as donné le coup de grâce au peu de foi qu'ils gardaient en la lignée des non-voyants. Il y a un instant, vous me reprochez d'avoir obtenu leur confiance. Non! Je t'ai reproché de t'être offert à eux. Tu n'aurais jamais dû les laisser te proposer le commandement de Castelcer. Si tu avais agi correctement, cette idée ne leur serait même jamais venue à l'esprit. Mais non, tu ne cessais d'oublier ta place. Tu n'es pas un prince, tu es un assassin. Tu n'es pas l'un des joueurs, tu es un pion. Et quand tu joues de ta propre initiative, tu mets toute autre stratégie en porte-à-faux et les autres pions en danger. Ne pas trouver de réponse adéquate revient à accepter le jugement de l'autre. Je le foudroyai du regard. Il ne broncha pas et continua de me toiser. Sous le regard vert d'Imbre, ma colère perdit soudainement toute force, et je ne ressentis plus que de l'amertume. La peur toujours sous-jacente remonta à la surface et ma résolution faiblit. C'était impossible. Je ne pouvais les défier tous les deux. Au bout d'un moment, je m'entendis dire d'un ton maussade. Très bien, d'accord. Vous avez raison, burichez-vous comme toujours. Je ne réfléchirai plus, je me contenterai d'obéir. Que voulez-vous que je fasse? Non, fit-il laconique. Quoi, non? Il secoua lentement la tête. J'ai compris ce soir que je ne devais fonder aucune action sur toi. Je ne te confierai plus de mission. Tu ne sauras plus rien de mes plans. Cette époque est révolue. Je perçus l'irrévocabilité de sa décision dans sa voix. Il se détourna et son regard devint lointain. Quand il reprit la parole, ce n'était plus mon maître qui parlait, mais Imbre. Je t'aime, mon garçon. Cela, je ne te le retire pas. Mais tu es dangereux, et ce que nous devons entreprendre présente assez de risques sans que tu deviennes fou furieux au milieu de l'opération. Qu'allez-vous tenter? Demandai-je sans pouvoir me retenir. Il croisa mon regard et secoua de nouveau la tête. En me scellant ce secret, il tranchait les liens qui nous unissaient, et je me sentis partir à la dérive. Les yeux brouillés, je le vis prendre son sac et son manteau. Il fait nuit, dis-je. Le chemin est long et rude jusqu'à Castelcer, même 2 jours. Restez au moins jusqu'à demain matin, Imbre. Non. Tu ne cesserais de revenir sur la discussion comme une croûte qu'on gratte jusqu'à ce qu'elle se remette à saigner. Nous avons échangé assez de propos déplaisants. Mieux vaut que je parte. Et il s'en alla. Tout seul, assis sur ma chaise, je regardais le feu mourir. J'étais allé trop loin avec eux deux, beaucoup plus loin que je ne le voulais. Je désirais me séparer d'eux, mais je n'avais réussi qu'à empoisonner le souvenir qu'ils garderaient de moi. Tout était consommé. Rien ne réparerait ce que j'avais fait. Je me levai et entrepris de rassembler mes affaires. Ce fut vite fait. Je les empaquetai dans mon manteau d'hiver, tout en me demandant si j'assistais par puérilité par un soudain
esprit de décision. Mais y avait-il une différence? Je restai un moment assis devant l'âtre, mon baluchon serré contre moi. J'aurais voulu que Buriche revînt, qu'il vît que je regrettais, qu'il sût que je regrettais. Je m'obligeai à réfléchir longuement, puis je défis mon paquet, étendis ma couverture devant la cheminée et m'y allongeai. Depuis qu'il m'avait arraché à la mort, Buriche avait dormi entre la porte et moi, peut-être pour m'empêcher de sortir. Certaines nuits, j'avais eu l'impression que seul il se dressait entre l'obscurité et moi. Mais ce soir, il n'était pas là. Malgré les murs qui m'entouraient, je sentis que je me recroquevillais sur la face nue et sauvage du monde. Tu m'as toujours, moi. Je sais. Et tu m'as aussi, moi. Malgré que j'en ai, je ne pus faire passer aucune émotion dans ma réponse. J'avais déversé toutes mes émotions autour de moi et j'étais à présent vide. Et si fatigué. Alors qu'il me restait tant à faire. Le gris parle avec cœur de la meute. Veux-tu que j'écoute? Non. Leurs paroles leur appartiennent. Je ressentis de la jalousie à les savoir ensemble, alors que je demeurais seul. Mais aussi du réconfort. Peut-être Buriche convaincrait-il Imbre de rester jusqu'au matin. Peut-être Imbre pourrait-il extirper un peu du poison que j'avais injecté à Buriche. Les yeux dans le feu, je n'avais pas une haute opinion de moi-même. Il existe une heure morte dans la nuit, l'heure la plus froide, la plus noire, celle où le monde a oublié le soir et où l'aube n'est pas encore une promesse. Une heure où il est beaucoup trop tôt pour se lever, mais si tard que se coucher n'a plus guère d'intérêt. C'est à cette heure que revint Buriche. Je ne dormais pas, mais je ne fis pas un mouvement. Il ne s'y laissa pas prendre. Imbre est parti, murmura-t-il. Je l'entendis redresser la chaise renversée. Il s'y assit et entreprit d'ôter ses bottes. Je ne sentais nulle hostilité, nulle animosité en lui. On eût dit que je n'avais pas prononcé le moindre mot sous le coup de la fureur, bien que je l'avais poussé au-delà de la colère, dans l'insensibilité. Il fait trop noir pour y voir, dis-je, tourné vers les flammes. Je parlais d'un ton circonspect, de peur de rompre le calme. Je sais. Mais il avait emporté une petite lanterne. Il a dit qu'il craignait encore plus de rester, qu'il craignait de ne pas pouvoir respecter sa décision. Sa décision de te laisser partir. Ce que j'exigeais si violemment plus tôt me fit à présent l'effet d'un abandon. La peur jaillit en moi, minant ma résolution. Je me redressai brusquement éperdu, puis je pris une inspiration hachée. Buriche, pour ce que je t'ai dit tout à l'heure, j'étais en colère, tu as mis dans le mille. Le son qu'il émit alors aurait pu être un rire s'il n'avait pas été aussi empreint d'amertume. Seulement, comme deux personnes qui se connaissent par cœur peuvent se faire mal l'une à l'autre, fis-je, implorant. Non, c'était vrai. Peut-être le chien que je suis a-t-il besoin d'un maître. La dérision envers lui-même qui teintait sa voix était plus âcre que tout le venin que j'avais pu cracher. J'étais incapable de prononcer le moindre mot. Il se redressa sur son siège et laissa tomber ses bottes sur le plancher. Puis il me jeta un coup d'œil. Mon but n'était pas de te rendre pareil à moi, Fitz. C'est un sort que je ne souhaite à personne. Je voulais que tu ressembles à ton père, mais parfois j'avais le sentiment que, quoi que je fasse, tu tenais à modeler ton existence sur la mienne. Il observa un moment les braises de l'âtre, et enfin, à mi-voix, il se remit à parler sans me regarder. On eût dit qu'il racontait un vieux conte à un enfant somnolent. Je suis né dans les États Chalcèdes, dans une petite ville côtière, un port de pêche et de commerce. Lis. Ma mère faisait du blanchissage pour subvenir à nos besoins, à ma grand-mère et moi. Mon père était mort avant ma naissance, pris par la mer. C'était ma grand-mère qui s'occupait de moi, mais elle était vieille et souvent malade. Je sentis plus que je ne vis son sourire amer. Après une vie de servitude, une femme n'est pas en bonne santé. Elle m'aimait et faisait de son mieux pour moi, mais enfant, je n'étais pas du genre à jouer tranquillement à la maison. Il n'y avait personne chez nous d'assez fort pour s'opposer à ma volonté. Alors,
Je me suis lié tout jeune au seul mâle dominant de mon monde qui s'intéressait à moi. Un corneau des rues, galeux, couturé de cicatrices. Il ne croyait qu'en la survie. Il n'était fidèle qu'à moi, comme moi à lui. Je ne connaissais rien d'autre que son univers et sa philosophie. Prendre ce dont on a envie, quand on en a envie, et ne pas se soucier de la suite. Tu connais sûrement ça. Les voisins me croyaient muet, et ma mère me prenait pour un simple d'esprit. Ma grand-mère, elle, se doutait de quelque chose, j'en suis certain. Elle essayait de chasser le chien, mais, comme toi, je n'en faisais qu'à ma tête sur le sujet. Je devais avoir dans les 8 ans quand il a essayé de passer entre un cheval et sa carriole, et qu'il s'est fait tuer d'un coup de sabot. Il venait de voler une tranche de lard. Il quitta sa chaise et se dirigea vers son lit. Burich m'avait enlevé Fouineau alors que je n'avais même pas cet âge. J'avais cru qu'il l'avait tué, mais Burich avait lui-même connu la mort violente et soudaine d'un compagnon de lien. C'était pratiquement comme mourir soi-même. Qu'as-tu fait alors demandai-je à mi-voix. Je l'entendis faire son lit, puis s'y allonger. J'ai appris à parler, répondit-il au bout d'un moment. Ma grand-mère m'a forcé à survivre à la mort de Balafre. Dans un sens, j'ai transféré mon lien sur elle. Mais je n'ai pas oublié les leçons de Balafre pour autant. Je suis devenu voleur, et très bon voleur. Grâce à mon nouveau métier, j'ai pu améliorer un peu l'ordinaire de ma mère et de ma grand-mère, sans qu'elles aient jamais le moindre soupçon. Un lustre plus tard, à peu près, la peste sanguine a ravagé sa Chalcède. Je n'y avais jamais été confronté. Elles en sont mortes toutes les deux, et je me suis retrouvé seul. Alors je me suis fait soldat. J'écoutais dans un état de profonde stupeur. Pendant tout le temps que je le connaissais, il s'était toujours montré réservé sur lui-même. Loin de lui délier la langue, l'alcool le rendait encore plus taciturne. Et voici qu'aujourd'hui, les mots s'écoulaient en torrent et balayaient mes années d'interrogation et de soupçons. Pourquoi cette franchise soudaine? Je l'ignorais. Il n'y avait pas un bruit dans la pièce éclairée par les braises. J'ai d'abord combattu pour Jecto, un petit chef de territoire en Chalcède, sans savoir et sans me soucier de savoir pourquoi nous nous battions, si c'était bien ou mal. Il y eut un petit grognement de mépris. Je te l'ai déjà dit, gagner sa vie n'est pas vivre. Mais je ne me débrouillais pas mal, et j'ai acquis une réputation de méchante teigne. Personne ne s'attend de la part d'un adolescent qu'il attaque avec la férocité et la ruse d'un animal. Pour moi, c'était le seul moyen de survivre parmi les hommes que je côtoyais. Mais un jour, nous avons perdu une campagne. J'ai passé plusieurs mois, non, un an presque, à apprendre la même haine qu'avait ma grand-mère pour les marchands d'esclaves. Quand je me suis échappé, j'ai fait ce dont elle avait toujours rêvé. Je suis passé dans les six-duchés où il n'y a ni esclaves, ni marchands d'esclaves. Grison était duc d'Orfond. Alors, je suis resté un moment soldat chez lui. Puis les circonstances m'ont emmené à m'occuper des chevaux de ma troupe. Et ça m'a plu. Les hommes de Grison étaient des gentilshommes, à côté des rebuts qu'employait Jecto. Mais je préférais encore la compagnie des chevaux. Après la guerre de bord des sables, le duc Grison m'a placé dans ses propres écuries. Là, je me suis lié à un jeune étalon, Neko. J'en avais la charge, mais il n'était pas à moi. Grison le montait pour la chasse, et parfois on l'utilisait pour les saillies. Pourtant, Grison n'était pas un tendre. Il faisait quelquefois combattre Neko et d'autres étalons comme certains organisent des combats de chiens ou de coqs pour se divertir. Une jument en chaleur est le meilleur étalon pour la prendre, et moi, j'étais lié à lui. Sa vie était la mienne, et c'est ainsi que je suis devenu homme. Ou du moins, que j'ai acquis la forme d'un homme. Ulrich tut un moment, toute explication était superflue. Enfin, il soupira et reprit. Le duc Grison a vendu Neko et ses 6 juments, et je les ai accompagnés vers le nord de la côte en ripon. Il s'éclaircit la gorge. Les écuries du propriétaire ont été atteintes d'une espèce de peste chevaline. Neko est mort un jour après être tombé malade. J'ai réussi à sauver 2 des juments.
Les maintenir en vie m'a empêché de me suicider. Mais ensuite, j'ai perdu toute envie de vivre. Je n'étais plus bon à rien que boire. D'ailleurs, il restait si peu de bêtes que les écuries méritaient encore à peine leur nom. J'ai donc été remercié et je suis bientôt redevenu soldat. Cette fois, pour un jeune prince du nom de Chevalerie. Il était venu en Ripon pour régler un différend frontalier entre les duchés d'Orfond et de Ripon. J'ignore pourquoi son sergent m'a engagé. C'était une troupe d'élite, les gardes personnels du prince. Depuis 3 jours, je n'avais plus d'argent et j'étais au régime sec forcé. Je n'avais pas les qualités exigées en tant qu'homme et encore moins en tant que soldat. Le premier mois que j'ai passé sous les ordres de chevalerie, je me suis retrouvé 2 fois devant lui pour des questions de discipline, parce que je me battais, comme un chien, ou comme un cheval. J'imaginais que c'était la seule façon d'affirmer ma position parmi les autres. La première fois qu'on m'a traîné devant lui, couvert de sang, encore agité comme un diable, j'ai été frappé de voir que nous étions du même âge. Presque tous ces soldats étaient plus vieux que moi, et je m'attendais à un homme mûr. Je me suis planté devant lui, et je l'ai regardé droit dans les yeux. Et alors, il est passé entre nous une espèce de reconnaissance mutuelle, comme si chacun voyait en l'autre ce qu'il aurait pu devenir dans d'autres circonstances. Ça ne l'a d'ailleurs pas poussé à la clémence. J'ai perdu ma solde et gagné des corvées supplémentaires. La seconde fois, tout le monde pensait que Chevalerie allait me renvoyer. Je me suis présenté devant lui, prêt à le haïr, mais il s'est contenté de me dévisager. Puis il a incliné la tête de côté comme un chien qui entend un bruit au loin. Il a de nouveau supprimé ma paye et m'a donné de nouvelles corvées. Mais il m'a gardé. Tous mes camarades m'avaient dit qu'il allait me virer. À présent, il s'attendait à ce que je déserte. Je ne sais pas pourquoi, je suis resté. À quoi bon, sans solde et croulant sous les corvées. Le riche éclaircit à nouveau la gorge, puis je l'entendis s'installer plus confortablement dans son lit. Il se tut un moment et reprit enfin, presque malgré lui. La troisième fois qu'on m'a traîné devant lui, c'était pour une bagarre de taverne. Les gardes de la ville m'ont amené, couvert de sang, ivre, prêt à me battre encore. Les autres soldats ne voulaient plus rien avoir à faire avec moi. Mon sergent était écœuré. Je ne m'étais fait aucun ami chez la piétaille. C'était donc la garde de la ville qui m'avait en charge. Ils ont appris à chevalerie que j'avais assommé 2 hommes, et que je n'avais tenu 5 autres en respect avec un bâton, jusqu'à ce que la garde arrive et fasse pencher la balance en leur faveur. Chevalerie a congédié les hommes avec une bourse pour payer les dégâts de la taverne. Assis derrière sa table, un manuscrit inachevé devant lui, il m'a examiné de haut en bas, puis il s'est levé sans un mot et a poussé la table dans un coin. Il a ôté sa chemise et il est allé prendre une pique au râtelier. J'ai cru qu'il comptait me rouer de coups, mais non. Il m'a lancé une autre pique en disant: Allons, montre-moi comment tu as tenu 5 hommes en respect. Et il m'est rentré dedans. Il toussota. J'étais fatigué et à moitié saoul. Mais je tenus bon. Et pour finir, il eut un coup de chance. Il m'a assommé pour le compte. Quand je me suis réveillé, le chien avait un nouveau maître, d'une espèce différente. Tu as entendu dire que Chevalerie était froid, guindé et poli à l'excès. Eh bien, c'est faux. Il se comportait comme il pensait que devait se comporter un homme. Mieux, comme il pensait qu'un homme devait avoir envie de se comporter. Il a pris un vaurien, un voleur sans foi ni loi, et... Il hésita, puis soupira soudain. Il m'a fait lever avant l'aube le lendemain matin, et nous nous sommes exercés aux armes jusqu'à ce que nous ne tenions plus sur nos jambes, ni l'un ni l'autre. Jamais on ne m'avait vraiment entraîné jusque-là. On me donnait une pique, et on m'envoyait au combat. C'était tout. Lui, il m'a formé, puis il m'a enseigné l'épée. Il n'aimait pas la hache, mais moi si. Et il m'a appris ce qu'il en savait avant de me confier à un de ces hommes qui en connaissait les techniques. Le reste de la journée, il me gardait à ses talons. Comme un chien, tu l'as dit. Je ne sais pas pourquoi, peut-être avait-il envie de la compagnie de quelqu'un de son âge. Peut-être vérité lui manquait-il. Peut-être, enfin, je ne sais pas. Il a commencé par m'enseigner les chiffres puis les lettres. Il m'a confié son cheval, puis ses chiens et ses faucons. Enfin, il m'a donné la responsabilité des bêtes de somme et de trait.
Mais il ne m'a pas seulement appris à travailler, il m'a donné des habitudes de propreté et d'honnêteté. Il a rendu sa valeur à ce que ma mère et ma grand-mère avaient essayé de m'instiller tant d'années auparavant. Il m'a montré que c'était des valeurs d'homme et pas seulement des manières de bonne femme. Il m'a appris à être un homme et non une bête déguisée en homme. Il m'a fait voir que c'était plus qu'une règle, une façon d'être, une vie plutôt qu'une façon de gagner sa vie. Il se tut, et je l'entendis se lever. Il s'approcha de la table et prit la bouteille de vin de sureau qu'Ambre avait apportée. Il la fit tourner plusieurs fois entre ses mains, puis la reposa et s'assit sur une chaise, le regard plongé dans le feu. Ambre a dit que je devais te quitter demain, fit-il à mi-voix. Il baissa les yeux vers moi. Je crois qu'il a raison. Je me redressai, le visage tourné vers lui. La lueur vacillante de l'âtre faisait de mon visage un paysage creusé d'ombre. Je ne pus déchiffrer son regard. D'après Imbre, tu es resté mon protégé trop longtemps. Le protégé d'Imbre, de vérité, même de patience. Nous t'avons trop protégé. Et ça t'a empêché de grandir. Il pense que, lorsque tu devais prendre des décisions d'adulte, tu les prenais comme un enfant, impulsivement, dans un but de justice ou de bonté. Mais les bonnes intentions ne suffisent pas. M'envoyer tuer des gens, c'était me protéger? Demandai-je, incrédule. N'as donc pas écouté ce que je t'ai dit? J'ai tué des gens, moi aussi, quand j'étais adolescent. Mais ça n'a pas fait de moi un homme, et toi non plus. Eh bien, que dois-je faire? Fis-je d'un ton sarcastique. Me chercher un prince qui fera mon éducation? Là, tu vois? Une réaction de gosse. Tu ne comprends pas. Alors tu te mets en colère, tu deviens désagréable en plus. Tu me poses la question, mais tu sais d'avance que ma réponse ne te plaira pas. Et quelle est la réponse? Je pourrais te dire que chercher un prince serait un moindre mal, mais je n'ai pas l'intention de te dire que faire. Imbre me l'a déconseillé, et je crois qu'il a raison. Pas parce que tu prends tes décisions comme un enfant. Toutefois, j'en faisais autant à ton âge. Moi, je crois que tu décides comme un animal, toujours dans l'instant, sans songer au lendemain, ni à ce que tu te rappelles d'hier. Tu sais de quoi je parle. Tu as cessé de vivre comme un loup parce que je t'y ai contraint. À présent, je dois te laisser découvrir seul si tu veux vivre comme un loup ou comme un homme. Il soutint mon regard. Le sien renfermait trop de compréhension, et j'éprouvais de l'effroi à l'idée qu'il pût avoir la connaissance intime de l'avenir que j'affrontais. Aussi, je niais cette possibilité. Je la repoussai dans les ombres. Je tournai le dos à Buriche en espérant presque sentir renaître ma fureur. Mais Buriche ne dit rien. Finalement, je le regardai à nouveau. Il était plongé dans la contemplation du feu. Il me fallut un long moment pour ravaler ma fierté, puis demander: Alors, que vas-tu faire? Je te l'ai dit. Je m'en vais demain. La question suivante plus dure encore. Où iras-tu? Il s'éclaircit la gorge, l'air mal à l'aise. J'ai une amie qui est seule. Un homme solide lui serait bien utile. Son toit a besoin de réparation, et il faut planter aussi. J'irai chez elle quelque temps. Elle? Me risquai-je à répéter en haussant les sourcils. Ne te méprends pas, répondit-il d'une voix atone. C'est une amie. Tu dirais sans doute que j'ai encore trouvé quelqu'un à protéger. C'est possible. Peut-être est-il temps de donner là où c'est vraiment nécessaire. À mon tour, je regardais le feu. J'avais vraiment besoin de toi, Buriche. Tu m'as rattrapé au bord du gouffre, et tu as refait de moi un homme. Il y eut un grognement de dédain. Si je m'étais si bien occupé de toi, tu ne te serais jamais approché du gouffre. Non, je serais allé droit dans ma tombe. Crois-tu? Royal n'aurait jamais pu t'accuser de magie du vif. Il aurait trouvé un autre prétexte pour me tuer. Ou une autre occasion, tout simplement. Il n'a pas besoin de prétexte pour faire ce qu'il veut. Peut-être que oui, peut-être que non. Nous restâmes à contempler le feu qui mourait doucement. Je portais la main à mon oreille
cherchait à défaire la fermeture de la boucle d'oreille. Je veux te rendre ce bijou. J'aimerais mieux que tu le gardes, que tu le portes. Il parlait d'un ton presque implorant, et cela me fit un drôle d'effet. Je n'ai rien acquis de ce que ce clou symbolise à tes yeux. Je ne l'ai pas mérité, je n'ai aucun droit de le porter. Ce qu'il symbolise pour moi a déjà été gagné. Je te l'ai donné, que tu l'aies mérité ou non. Porte-le, ou ne le porte pas, mais garde-le. Je laissai le bijou pendu à mon lobe, petite résille d'argent qui renfermait une pierre bleue. Autrefois, Burich en avait fait présent à mon père. Puis patience, ignorant son importance, me l'avait remis. Je ne savais pas s'il voulait que je le porte pour le même motif qu'il l'avait donné à mon père. Je subodorais d'autres raisons, mais il ne les avait pas exposées. Je n'avais pas envie de les lui demander. Pourtant, j'attendais une question de sa part. Mais il se leva sans rien dire et regagna son lit. Je l'entendis se coucher. J'aurais voulu qu'il me pose la question. Son silence me faisait mal. J'y répondis néanmoins. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire, fis-je dans la pièce ombreuse. Toute ma vie, j'ai eu des tâches à remplir, des maîtres à qui rendre des comptes. Maintenant que je n'ai plus rien, ça me fait une étrange impression. Je crus un moment qu'il n'allait pas réagir, puis brusquement. J'ai connu cette impression-là. Je levai les yeux vers le plafond obscur. J'ai pensé à Molly, très souvent. Sais-tu où elle est? Oui. Comme il ne poursuivait pas, je me gardais bien de l'interroger. Je sais que le plus sage est de la laisser tranquille. Elle me croit mort. J'espère que celui qu'elle est allée retrouver s'occupe d'elle mieux que moi. J'espère qu'il l'aime comme elle le mérite. Les couvertures de Burich produisirent un bruissement feutré. Comment ça? Fit-il avec réserve. J'eus plus de mal que je ne l'aurais cru à prononcer les paroles suivantes. Le jour où elle est partie, elle m'a dit qu'il y avait quelqu'un d'autre. Quelqu'un qu'elle aimait comme j'aimais mon roi. Quelqu'un qu'elle faisait passer avant tout et tous. Ma gorge se noua soudain. J'inspirais profondément pour évacuer la boule qui l'obstruait. Patience avait raison. Oui, acquiesça Burich. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Une fois que j'ai su qu'elle ne courait plus de danger, j'aurais dû la laisser partir. Elle mérite un homme qui puisse lui donner tout son temps, tout son dévouement. En effet, fit Burich en pitié. Dommage que tu n'en t'en sois pas rendu compte avant de te mettre avec elle. C'est une chose de s'avouer une faute. C'en est une autre d'entendre un ami non seulement abonder dans ce sens, mais exposer toute l'étendue de cette faute. Je ne la niais pas, et je ne lui demandais pas comment il en savait tant. Si c'était Molly qui lui en avait parlé, je ne tenais pas à savoir ce qu'elle lui avait appris d'autre. Si c'était lui qui avait opéré ses propres déductions, je n'avais pas envie d'apprendre que j'avais fait preuve de si peu de discrétion. Je sentis une émotion monter en moi, une violence qui me poussait à lui sauter à la gorge. Je me mordis la langue et me contraignis à examiner ce que je ressentais. De la culpabilité mêlée de honte, à l'idée que ma liaison avec Molly se soit achevée pour elle dans la douleur, elle les fait douter de sa valeur. Et, en même temps, la certitude qu'aussi néfaste qu'elle ait été, elle avait aussi un côté juste et bénéfique. Quand j'eus l'assurance d'avoir la maîtrise de ma voix, je murmurai. Je ne regretterai jamais de l'avoir aimée, seulement de n'avoir pas pu faire d'elle ma femme aux yeux de tous, comme elle l'était dans mon cœur. Ulrich ne répondit pas. Mais au bout d'un moment, ce silence qui nous séparait devint assourdissant et m'interdit tout sommeil. Eh bien, demain, nous irons chacun de notre côté, je suppose, dis-je. Sans doute, fit Burich. Puis il ajouta après un instant de silence. Bonne chance. Et il semblait sincère, comme s'il savait à quel point la chance me serait nécessaire. Je fermai les yeux. J'étais soudain fatigué, épuisé de faire mal à ceux que j'aimais. Mais tout était consommé, désormais. Demain, Burich s'en irait, et je serais libre, libre de suivre les désirs de mon cœur
sans personne pour les contrarier. Libre d'aller à gué de négoce, tu es royal.